Imaginez un peu la scène. On est en 1981 et le budget militaire de la première puissance mondiale, il n'a pas du tout été décidé par des tableurs financiers complexes. Non, c'est clair, ça s'est pas passé comme on pourrait le croire. Pas du tout. Ni par des analyses macroéconomiques d'ailleurs. En fait, tout s'est joué sur de simples dessins animés. C'est vraiment incroyable quand on y pense. Ouais, c'est fou. D'un côté, on a le directeur du budget qui arrive avec une montagne de chiffres hyper rationnels pour réduire les dépenses. La fameuse approche clinique, oui. Exactement. Et de l'autre, on a le secrétaire à la Défense, Caspar Weinberger, qui pose calmement sur la table 3 caricatures de soldats. Juste 3 petits dessins, ouais. Voilà. Un pygmée désarmé pour représenter le gouvernement précédent, un petit gars tout maigrichon à lunettes pour le budget réduit, et un énorme G.I. Joe surarmé pour son propre budget. Et le pire, c'est que ça a marché. Absolument. Devant Ronald Reagan, c'est le G.I. Joe qui l'a emporté. Les chiffres ont fini à la poubelle. C'est ça qui est fascinant. La théâtralité, elle pulvérise littéralement l'analyse clinique. Carrément. Parce qu'on a toujours cette tendance à fantasmer la prise de décision au plus haut niveau comme un processus purement scientifique, quoi. Ouais, une sorte de salle de réunion super aseptisée. C'est ça, une salle où un leader pèse très froidement le pour et le contre. Mais la réalité, comme le montre cette scène avec Weinberger, elle est profondément irrationnelle. Décomposons cela, car c'est exactement le cœur de notre exploration aujourd'hui. On s'attaque à un texte vraiment passionnant, Oh oui, un classique. publié en 1990 par Arnold J. Melsner. Ça s'appelle Rules for Rulers, The Politics of Advice. Et son objectif à lui, c'est pas de lister des politiques publiques. Pas du tout, c'est beaucoup plus profond que ça. Voilà, c'est de démonter la mécanique cachée du conseil. De comprendre comment, en fait, les idées arrivent concrètement jusqu'au cerveau d'un dirigeant. Et avant d'aller plus loin, il faut vraiment préciser un point crucial pour ceux qui nous écoutent. Oui, allez-y. Même si Melsner s'appuie sur des tas d'exemples tirés d'administrations très différentes, ça va de Ronald Reagan à Jimmy Carter, en passant par Richard Nixon ou Lyndon B. Johnson, Des bords très opposés, ouais. qui n'a vraiment aucune importance dans notre analyse aujourd'hui. C'est important de le rappeler, on prend aucun parti. Aucun. Ce qui nous intéresse, c'est uniquement d'observer la mécanique humaine sous-jacente. Parce que les comportements, les biais, la psychologie du pouvoir, ça obéit à des règles complètement universelles. Que l'on soit dans le bureau ovale ou dans une PME de province, en fait. Tout à fait. Les dynamiques restent les mêmes. Et la grande idée de Melsner, celle qui structure tout son propos, c'est de comparer le processus de conseil à, non pas à une machine administrative, mais à une véritable pièce de théâtre. C'est une super métaphore. Le pouvoir, c'est de la dramaturgie. C'est exactement ça. Et il découpe cette dynamique très précisément en 4 actes distincts. L'entrée, la présentation, la réaction et la sortie. Et il faut bien comprendre que les enjeux de cette pièce, ils sont très souvent vitaux pour les acteurs impliqués. Littéralement vitaux, ouais. Melsner remonte même à une histoire biblique pour illustrer cette tension. C'est l'histoire d'Absalom et de son conseiller Ahitophel. Ah oui, cette histoire, elle est dingue. Absalom fomente une rébellion contre son père, qui est le roi David, et Ahitophel, qui est super réputé pour sa ruse stratégique, lui donne un conseil tactique très agressif. Il lui dit d'attaquer immédiatement. Une frappe éclair, quoi. Voilà. Mais un autre conseiller, qui est en fait secrètement loyal au roi David, propose une approche différente, et il le fait en flattant l'ego d'Absalom, et le convainc finalement de retarder l'attaque. Et Absalom choisit la flatterie, évidemment. Évidemment. Mais le plus marquant dans cette histoire, c'est la réaction d'Ahitophel face au rejet de son conseil. C'est ça qui est complètement fou. Il le prend pas très bien, on va dire. C'est un euphémisme. Il comprend dans la seconde que ce délai va mener Absalom à la défaite totale. Et par extension, que lui-même sera capturé et exécuté pour trahison. La chute est inévitable. Donc, face à l'échec de son conseil, Ahitophel rentre chez lui, il met ses affaires en ordre et il se pend. La pièce s'arrête net pour lui. Waouh, c'est hyper sombre. C'est pour montrer que le conseil, c'est jamais juste une petite suggestion en l'air. C'est un engagement absolu qui lie le destin du conseiller à celui du dirigeant. Bon, heureusement, aujourd'hui, une mauvaise présentation budgétaire se termine rarement par une fin aussi dramatique. Heureusement, oui. Mais la violence symbolique et surtout les dynamiques de pouvoir, elles restent exactement les mêmes. Donc, observons un peu le premier acte de cette fameuse pièce. L'entrée. Le moment où on choisit les acteurs. C'est ça. Avant même d'ouvrir la bouche pour donner un conseil, un dirigeant doit décider de qui en fait a le droit de monter sur scène. On parle très souvent de cercle intime.
Et Metzner cartographie ce cercle intime de manière très intéressante. Il identifie plusieurs archétypes vraiment précis autour du leader. Lesquels, par exemple? Le dirigeant s'entoure généralement du loyaliste déjà. Lui, il fonctionne comme une sorte d'alter ego protecteur. Le bouclier, quoi. Voilà. Ensuite, on trouve le faiseur. C'est l'exécutant pur qui traduit les grandes idées en actions concrètes. Puis, il y a l'expert qu'on convoque de façon très ponctuelle pour un savoir technique vraiment pointu. Le technicien de service. Exactement. On a aussi le politicien qui, lui, gère toutes les alliances externes. Et enfin, souvent en coulisses, il y a le conjoint ou l'ami, Ah oui, l'influence invisible. totalement invisible sur les organigrammes officiels. Mais psychologiquement, c'est souvent la plus primordiale. Parce que l'enjeu central ici, c'est pas du tout le titre officiel qui est imprimé sur la carte de visite. C'est quoi alors? C'est ce que Melsner appelle le concept d'accès, avec un grand A. Cette notion d'accès, je la trouve vraiment géniale. C'est un peu comme diriger le carré VIP hyper exclusif d'une boîte de nuit. C'est une très bonne image, ouais. Si le dirigeant, qui est censé être le patron du club, ne garde pas lui-même la porte d'entrée de son propre bureau mental, d'autres personnes finiront par distribuer les bracelets VIP à sa place. Et c'est exactement ce qui se passe. Le dirigeant croit avoir choisi son équipe de A à Z. Alors que pas du tout. Non, en réalité, ce sont très souvent les conseillers eux-mêmes qui s'auto-sélectionnent. Ils forcent la porte, en fait. Mais comment on force la porte du pouvoir comme ça L'auto-sélection, c'est vraiment un art redoutable. Prenez le colonel House, par exemple. Avec Woodrow Wilson, c'est ça? Oui, House a passé des années, mais vraiment des années, à étudier Woodrow Wilson avant même que celui-ci ne soit proche de la présidence américaine. Un vrai stalker avant l'heure. Presque, ouais. Il lisait tous ses discours, il analysait ses faiblesses psychologiques, et il a orchestré des soutiens politiques en coulisses juste pour se rendre totalement indispensable. Donc il a fabriqué son propre accès de toutes pièces. Exactement. Et Henry Kissinger a fait quasiment la même chose lors de l'élection de 1986. Il fournissait très subtilement des informations à la fois au camp des Nixon et en même temps au camp de son adversaire Humphrey. Sérieux? Il jouait sur les taux tableaux? Oui, comme ça, peu importe qui gagnait l'élection au final, Kissinger s'était assuré que la porte du carré VIP lui serait toujours grande ouverte. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que dans l'idéal théorique, le dirigeant contrôle cette porte. Il choisit qui entre. Mais dans la vraie vie? Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué. Bah oui, un chef d'entreprise hérite très souvent d'un conseil d'administration qu'il n'a absolument pas nommé. Un président américain, il doit composer avec un conseil de sécurité nationale qui est imposé par la loi, ou nommer des ministres juste pour satisfaire des factions politiques rivales. Oui, des gens qu'il ne supporte peut-être même pas. Voilà. Alors, comment un dirigeant peut-il rester le videur de son propre club quand la moitié des invités VIP ont déjà été imposés par le système lui-même? Ce qui est fascinant ici, c'est la différence radicale entre l'architecture institutionnelle et ce qu'on appelle l'accès cognitif. L'accès cognitif, c'est-à-dire? Le système, il peut complètement forcer un dirigeant à s'asseoir dans la même pièce avec un ministre ou un vice-président imposé. Ça, c'est la structure. Ok, la réunion formelle. Voilà. Mais le dirigeant conserve toujours le pouvoir absolu de distribuer son attention. S'il n'a aucune confiance en ce conseiller officiel, il va juste hocher la tête pendant la réunion formelle de l'après-midi. Pour faire bonne figure. C'est ça. Puis il va rentrer en ses appartements privés le soir et il va passer un coup de téléphone à minuit à un conseiller de l'ombre. Ah, le vrai conseil. Ouais, un vieil ami, quelqu'un qui n'a aucun poste officiel dans l'organigramme et c'est avec lui qu'il va prendre la véritable décision. Donc le contrôle de l'accès final, l'accès à l'esprit du décideur, il reste toujours entre les mains du dirigeant. C'est dingue. Mais réussir à entrer dans ce cercle intime, même par la porte de derrière, c'est que la moitié du chemin, non? Absolument. C'est là que commence le deuxième acte. La présentation. Parce qu'une fois que la porte est fermée et que vous avez réussi à capter l'attention du dirigeant, comment on fait passer son idée? Et c'est là que beaucoup de gens échouent. L'erreur la plus commune, de loin, c'est de croire que les données objectives se suffisent à elles-mêmes pour convaincre. L'effet brut. Les faits nus, oui. Ils n'ont absolument aucune chance de survie dans l'arène du pouvoir. Ça me rappelle l'histoire du G.I. Joe. Exactement. Meltzner théorise ça avec la règle des 3 S. La substance, la vente, le selling en anglais, et le soutien émotionnel, le support. Donc, substance, vente et soutien émotionnel. C'est ça. Un dirigeant qui manque un peu d'expérience, il va penser qu'il demande de la substance pure. Il dit « donnez-moi les faits ».
Mais c'est une illusion. Une illusion totale. Chaque conseiller, même le type le plus intègre du monde, il filtre la réalité à travers les intérêts de son propre département, sa propre formation académique et tous ses biais cognitifs personnels. En fait, c'est exactement comme le pitch d'un scénario de film à Hollywood. C'est une très bonne comparaison, hein. Si je débarque dans le bureau d'un grand producteur avec genre le meilleur script de l'année, objectivement le meilleur, Oui. mais que je sais pas du tout lire la pièce, que je sais pas flatter son ego ou apaiser ses terreurs financières face aux autres studios, bah mon script il finit directement à la broyeuse. Mais exactement. Le conseiller, qu'il soit en politique ou en entreprise, il fait la même chose. Il doit pitcher sa propre version de la réalité. Et il adapte la lumière de son pitch. Il adapte les angles, oui, en fonction de son public. Et son public, c'est le dirigeant. Reprenez l'histoire de Weinberger avec Reagan et le G.I. Joe. Ouais, il avait tout compris. Il connaissait parfaitement son producteur, pour reprendre votre terme. Weinberger savait que Reagan, c'était un leader hyper visuel. Un ancien acteur après tout. Exactement. Il était réceptif aux récits narratifs, très simples, très manichéens. Les tableurs macroéconomiques ultra complexes de son adversaire David Stockman, ça l'ennuyait profondément. Donc la forme de la présentation a littéralement dicté la politique de défense américaine. Oui. Et le danger majeur dans cette dynamique de pitch, c'est quand le dirigeant fait l'erreur de dévoiler ses propres préférences avant même que le conseil ne lui soit donné. Ah oui, dès que le patron dit ouais, moi j'aimerais bien aller dans cette direction, vous en pensez quoi ?» C'est mort. C'est complètement fini. Le conseiller va immédiatement retravailler tout son argumentaire juste pour justifier l'instinct du patron. Ça me fait penser à Lyndon B. Johnson. Il était complètement terrifiant sur ce point-là. Ah, ces citations sont légendaires. Il y en a une où il disait carrément, publiquement, qu'il voulait des collaborateurs qui soient prêts à lui, je cite, « embrasser le derrière dans la vitrine du grand magasin Macy's à midi en disant que ça sent la rose ». C'est d'une violence inouïe. Et avec une telle demande de soumission absolue, l'idée même de substance disparaît totalement. Bah oui, il reste plus que la vente et le soutien. Le conseiller se transforme juste en miroir déformant. Il ne fait plus que renvoyer au dirigeant sa propre image, mais magnifiée par la flatterie. Mais alors, attendez, si chaque individu dans la pièce utilise ses techniques de vente pour imposer son propre scénario, et si tout le monde filtre la vérité en permanence, le dirigeant, au final, c'est pas juste le pantin de son entourage. C'est le grand risque, oui. Si la neutralité n'existe pas du tout, comment on fait pour diriger? C'est impossible. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, le dirigeant intelligent, il doit d'abord accepter que l'objectivité pure est un mythe, ça n'existe pas. Ok, on fait le deuil de l'objectivité. Voilà. Et au lieu de chercher un conseiller qui serait divinement neutre, ce qui est impossible, il va organiser le chaos lui-même. Comment ça? La seule véritable protection contre une manipulation partielle, c'est la multiplication des manipulations. Ah, monter les gens les uns contre les autres, tac. D'une certaine manière, le dirigeant doit créer des frictions de façon intentionnelle. Il va forcer des conseillers qui ont des intérêts totalement opposés à débattre devant lui dans la même pièce. Comme ça, les biais s'annulent mutuellement. Ce qui nous propulse directement dans le troisième acte de notre théâtre, la réaction. Le fameux moment du jugement. Le moment où il faut décider. C'est ça. Le conseil a été pitché, les dessins animés ont été montrés, et soudain, le silence se fait dans la pièce. Le dirigeant doit trancher. Et c'est précisément là qu'un piège psychologique gigantesque se referme. Lequel? Au lieu d'évaluer la qualité de l'idée elle-même, le dirigeant va très souvent évaluer la personne humaine qui l'a formulée. Meltzner utilise le terme de calibration pour expliquer ça. La calibration, d'accord. C'est quoi exactement? Idéalement, la calibration exige de prendre le conseil, de le détacher complètement de l'individu qui vient de l'émettre et de le passer au scalpel de manière hyper clinique. Analyser l'idée pure, sans affect. C'est ça. Sauf que les êtres humains ne fonctionnent absolument pas comme ça. On n'est pas des robots. Non. La calibration clinique, elle est constamment, mais constamment parasitée par la loyauté et par ce qu'on appelle la chimie interpersonnelle. Donc le conseil, c'est pas juste un transfert d'informations. C'est une véritable transaction sociale. J'adore cette idée. Pour reprendre une petite analogie, c'est l'histoire du parachute. Oui, expliquez-nous. Si je dois sauter d'un avion en plein vol, je suis censé inspecter chaque sangle de mon équipement avec une froideur maniaque, non? C'est ce qui serait rationnel, oui. Mais si ce parachute, il a été plié par mon meilleur ami, le gars avec qui je joue au tennis tous les dimanches, qui écoute tous mes problèmes personnels. La chimie est forte, là. Bah oui. Mon cerveau va créer un énorme raccourci. Je vais me dire, il m'aime bien, on est potes, donc le parachute est forcément parfait. Et je vais sauter sans absolument rien vérifier. C'est en instinct social naturel, on fait tous ça. Mais au sommet du pouvoir, c'est une faille mortelle.
L'administration Carter l'illustre parfaitement avec Zbigniew Brzezinski. Son conseiller à la sécurité nationale, c'est ça? Oui, Carter et Brzezinski, c'est vraiment l'exemple parfait du pliage de parachute entre amis. Ils ont développé une chimie interpersonnelle extrêmement rare à ce niveau de pouvoir. Ils étaient vraiment proches, hein? Très proches. Ils allaient courir ensemble au petit matin, ils échangeaient sur leur foi religieuse, sur leurs racines familiales. Ils partageaient aussi ce complexe d'être un peu des marginaux dans le sérail de Washington. Ah ouais, les outsiders contre le reste du monde. Exactement. Et cette intimité, ça a créé une bulle de confiance absolue entre eux. Mais le danger immense, c'est que lorsque la chimie remplace la calibration, le dirigeant devient complètement aveugle aux défauts du conseil. Ils vérifient plus les sangles parachutes. Plus du tout. Et le revers de la médaille de cette histoire de chimie, il est tout aussi brutal. Qu'est-ce qui se passe quand on refuse de jouer ce jeu de la chimie? Que se passe-t-il quand un conseiller décide de rester loyal uniquement à ses données cliniques plutôt qu'à la ligne politique imposée par la sympathie du groupe? Ah, ça doit pas bien finir. L'histoire de Martin Feldstein sous l'ère Reagan montre à quel point l'absence de vente, l'absence de cette chimie, ça peut vous détruire professionnellement. Il était qui, Feldstein? C'était le conseiller économique en chef de Reagan. Mais en tant qu'économiste super rigoureux, il voyait le déficit fédéral exploser sous ses yeux. Et il refusait de maquiller les chiffres. Il refusait catégoriquement. Face à un président Reagan qui ne voulait absolument pas entendre parler d'une augmentation des impôts, Feldstein a continué encore et encore de tirer la sonnette d'alarme, même publiquement. C'est courageux, mais un peu suicidaire. Très suicidaire. Il a même gagné le surnom de Dr Gloom dans la presse, le docteur pessimiste, parce qu'il ne vendait pas de rêve. Il est resté purement loyal à sa science économique. Et concrètement, comment le système, comment la Maison-Blanche réagissent à ça? On le vire sur le champ? C'est bien plus pernicieux que ça, en fait. Il ne se fait pas virer tout de suite. Il subit une marginalisation méthodique, étape par étape. On le met au placard, quoi. Exactement. Son titre officiel reste le même, mais le mécanisme de l'accès, vous savez, dont on parlait au tout début, Le carré VIP? voilà, ce mécanisme est soudainement grippé pour lui. Ses mémos n'atteignent plus le bureau ovale. Ils sont mystérieusement bloqués par le chef de cabinet. Ah, la porte se ferme. Il n'est plus convié aux réunions informelles du soir, là où les vraies décisions se prennent. La chimie est rompue. Donc, la substance de ses conseils, même si elle est parfaitement exacte et vitale pour le pays, elle n'a plus aucune valeur aux yeux du groupe. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Franchement, si je vous écoute, pour éviter ce piège de la chimie et rester un bon décideur, un dirigeant devrait agir comme un sociopathe. C'est un peu fort, mais je vois ce que vous voulez dire. Bah oui, il devrait rester une véritable machine de glace, froid, hyper clinique, totalement détaché émotionnellement de ses collaborateurs pour ne jamais être biaisé. Mais c'est psychologiquement intenable pour un être humain normal, non? Cela soulève une question importante sur la survie psychologique au pouvoir, effectivement. Vous touchez vraiment au point de rupture. La solitude doit être écrasante à ce niveau-là. Elle l'est. Un dirigeant, il ne peut tout simplement pas survivre sans ce soutien émotionnel quotidien, sans cette chaleur humaine autour de lui. Sinon, l'anxiété le dévore de l'intérieur. Donc on a besoin de chimie pour survivre. Oui. Melzner ne dit absolument pas qu'il faut éliminer la chimie. Il dit qu'il faut réussir à la compartimenter. C'est-à-dire, La difficulté inouïe du leadership, c'est de réussir à regarder son ami dans les yeux et de lui dire « Écoute, j'apprécie profondément notre amitié, ton soutien me garde sain d'esprit tous les jours, mais je vais quand même passer ton plan stratégique à la moulinette et chercher la moindre de ses failles. » c'est un grand écart mental, ça. Très peu de cerveaux humains parviennent à maintenir cette dualité sur le long terme sans basculer soit dans la paranoïa, soit dans la complaisance totale. Et quand la complaisance s'installe trop, ou qu'au contraire, la confiance est irrémédiablement brisée, le rideau doit bien finir par tomber un jour ou l'autre. Et nous entrons dans le 4e et dernier acte. La sortie, c'est le grand moment de virer quelqu'un ou alors de démissionner. Et ce qui est fascinant quand on lit ces archives, c'est de voir à quel point ces dirigeants, des gens qui ont quand même le pouvoir de déclencher des guerres nucléaires, ils sont souvent complètement tétanisés à l'idée de licencier un simple collaborateur direct. La confrontation interpersonnelle, ça effraie tout le monde, même les présidents américains. C'est fou quand même, hein? Le licenciement est toujours vécu comme un aveu d'échec managérial pour eux. Ça risque de générer des fuites vengeresses dans la presse et surtout, ça brise le mythe de la grande famille unie à la Maison-Blanche. On veut garder les apparences. Ronald Reagan, par exemple, pour en revenir à lui, il fuyait littéralement le conflit direct avec son entourage. Il détestait ça. La situation s'envenimait parfois tellement en interne qu'il laissait simplement le soin à d'autres de faire le sale boulot. Il déléguait le licenciement.
Oui, il a par exemple laissé Michael DeVever pousser vers la sortie Richard Allen, qui était pourtant le propre conseiller à la sécurité nationale du président. C'est ce que j'appelle le syndrome du pansement. Le pansement. Ouais, tout le monde sait rationnellement qu'il faut arracher le pansement d'un seul coup sec. Ça fait mal une seconde et c'est fini. Ah oui, je vois. Mais les dirigeants, souvent, ils traitent un renvoi comme s'ils devaient désamorcer une bombe artisanale super complexe. Genre, je coupe le fil rouge, puis le fil bleu, tout doucement, pour éviter l'explosion médiatique. C'est une excellente métaphore. Et en repoussant l'échéance comme ça, la plaie s'infecte, les rumeurs de couloir paralysent toute l'équipe, et à la fin, les dégâts structurels sont complètement décuplés. Et c'est justement pour pallier cette paralysie de la direction que la démission, de la part du conseiller lui-même, devient un outil théâtral vraiment majeur. Le conseiller prend les devants. Exactement. Et la démission, elle prend généralement deux formes diamétralement opposées dans ce théâtre. D'abord, il y a la démission de protestation, celle qui est conçue pour faire un maximum de bruit. Un départ fracassant. Prenez Cyrus Vance en 1980. C'était le secrétaire d'État de Jimmy Carter. Il était fermement opposé à la mission militaire secrète qui visait à libérer les otages américains en Iran. Une décision qui avait été prise dans son dos, en plus, non? Oui, en grande partie. Vance choisit donc de démissionner, par principe profond. C'est une sortie théâtrale qui signale au monde entier et à la presse que la chimie et la loyauté avec le président ont été définitivement rompues. Ok, ça c'est le premier type. Et l'autre forme de démission? Elle est beaucoup plus subtile et presque sacrificielle. C'est celle où le conseiller se sacrifie volontairement pour devenir le bouclier thermique du dirigeant. Le fusible, quoi. Il prend le coup à la place du patron. Le bouclier ultime, oui. C'est le cas de l'amiral John Poindexter au cœur de l'énorme scandale de l'Iran-Gate sous Reagan. Ah oui, l'histoire des financements illégaux. Voilà. Quand les révélations sur ces financements menacent directement de faire tomber la présidence elle-même, Poindexter absorbe tout le choc. Il dénonce pas le président? Non, il ne fait absolument aucun esclandre. En bon officier de la marine qu'il est, il applique la vieille règle qui veut que le capitaine du navire prenne l'entière responsabilité du naufrage, même s'il n'était pas à la barre. C'est impressionnant de loyauté quand même. Il demande sa réaffectation très calmement, servant de fusible géant pour que la pièce de théâtre puisse continuer de se jouer pour le président, mais sans lui sur scène. Waouh. Et cela touche au concept ultime de Melsner pour un grand conseiller. L'idée qu'un conseiller doit cultiver une véritable passion pour l'anonymat. Une passion pour l'anonymat. Euh, je vous coupe, mais aujourd'hui, avec la notion de marque personnelle, les réseaux sociaux, les consultants stars qui publient des livres et qui courent tous les plateaux télévisés, Oui, le contexte a changé. cette idée de rester dans l'ombre, elle semble venir d'une autre galaxie. Un conseiller un peu brillant, il veut pas inévitablement capter un peu de la lumière des projecteurs pour lui-même? C'est sûr que les égos n'ont pas diminué. Mais attention, les lois de la gravité politique, elles n'ont pas changé non plus. C'est-à-dire? Dès qu'un conseiller sort volontairement de l'anonymat, il détruit, presque instantanément, sa propre utilité pour le dirigeant. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'en devenant visible, il devient immédiatement une cible super facile pour tous les ennemis politiques du dirigeant. Et ça force le leader à dépenser un capital politique précieux juste pour le défendre dans les médias. Ah, il devient un fardeau, en fait. Exactement. Et pire encore, un conseiller qui devient trop célèbre, trop mis en avant, il risque très vite de faire de l'ombre à l'ego du patron lui-même. Et là, la chimie se transforme direct en rivalité. C'est inévitable. Pour survivre longtemps sur cette scène, le conseiller doit accepter une réalité difficile. Sa seule et unique fonction, c'est de faire briller la star de la pièce, tout en restant prudemment caché derrière les gros rideaux rouges. Ce parcours, de l'entrée jusqu'à la sortie, ça nous amène vraiment à une conclusion frappante. Le mythe du décideur totalement solitaire, du génie isolé qui tranche froidement au sommet de la montagne, c'est une fiction totale. Une pure invention romantique, oui. Le pouvoir, c'est une matière hautement inflammable et surtout une dynamique sociale constante. Finalement, qu'il s'agisse des couloirs ultra sécurisés du bureau ovale, de la salle d'un conseil d'administration en entreprise, ou même juste d'un cercle d'amis confrontés à un choix de vie un peu difficile, le théâtre reste exactement le même. C'est la beauté de ce livre. Chaque interaction où un avis est demandé ou donné met en branle cette mécanique. La mécanique de l'accès qu'on doit forcer, de la présentation qui est toujours biaisée pour plaire, et de la calibration qui est souvent complètement aveuglée par nos attaches émotionnelles. Comprendre que les idées qu'on reçoit tous les jours, c'est souvent des pitchs très soigneusement emballés pour correspondre à nos propres angoisses. Oui, Et réaliser à quel point il est super difficile de séparer notre affection pour un collègue sympa de la validité réelle de son plan d'action.
C'est la seule façon d'espérer prendre de meilleures décisions à l'avenir. Et pour terminer sur une perspective un peu nouvelle, qui prolonge les travaux de Meltzner, observant juste l'avenir très immédiat de ce théâtre. Vous pensez à quoi? Nous venons de décortiquer à quel point le conseil humain est vulnérable. Il est tordu par l'ambition, adouci par la flatterie, brouillé par l'amitié et, à la fin, terrorisé par la peur du licenciement. Un beau bazar, ouais. Mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, qui s'installe au plus haut niveau stratégique des États et des entreprises, la donne pourrait changer du tout au tout. Ah, l'IA comme conseiller politique... Imaginez. Une IA, elle ne cherche pas du tout à plaire au président, elle ne craint pas de perdre son poste, elle n'a aucun département budgétaire à protéger et elle n'a aucune amitié à entretenir en coulisses. Elle offre, en théorie en tout cas, cette fameuse substance pure que les dirigeants fantasment tant. Exactement, le conseiller ultime, totalement immunisé contre la règle de la vente et du soutien émotionnel. C'est fou d'y penser. Mais la véritable question que cela soulève, et elle est vertigineuse, c'est un dirigeant humain accepterait-il vraiment de calibrer son jugement face à une entité dénuée de cette chaleur rassurante? Ah, c'est vrai que si la psychologie du pouvoir exige absolument ce soutien émotionnel vital dont on parlait, Les leaders risquent de rejeter purement et simplement le conseil de la machine, aussi parfait et rationnel soit-il, justement parce qu'il leur est impossible d'aller faire un footing avec elle le matin ou de partager leurs doutes les plus intimes tard le soir autour d'un verre. la rationalité absolue, rejetée par manque de chimie, C'est le paradoxe ultime. la machine de glace face au besoin viscéral d'humanité. C'est une réflexion fascinante. Peu importe l'évolution des algorithmes à l'avenir, il semble que tant qu'il y aura des esprits humains pour trancher, les rideaux continueront de se lever et de se baisser sur cette même scène complexe. Et le théâtre continuera. Exactement. Alors surveillez attentivement qui se tient à la porte de votre propre club VIP mental. Inspectez minutieusement le parachute même s'il a été plié par votre meilleur ami et surtout restez toujours sur vos gardes face à ceux qui utilisent des soldats de plomb pour vous vendre un budget. Bonne réflexion à tous ceux qui nous écoutent.